En 2015, un programme informatique parvient pour la première fois à battre au jeu de Go un professionnel. Ce programme informatique s'appelle AlphaGo et il repose sur l'intelligence artificielle. Alors 2015, ça peut paraître un petit peu récent, surtout quand on connaît l'histoire de Kasparov, le numéro 1 pendant très longtemps du jeu d'échecs, qui s'est fait battre par une machine fabriquée par IBM, Deep Blue. Cet ordinateur était surpuissant et il a réussi à battre le numéro 1 mondial du jeu d'échecs en 97. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre 97 et 2015? Moi je me souviens d'une époque où on disait que les ordinateurs étaient bêtes. Mais ça veut dire quoi exactement? Ils sont bêtes. On disait les ordinateurs ils sont capables de calculer une quantité de choses en un temps record, ce qu'on ne sera jamais capable de faire nous en tant qu'humains. Et ce qui est vrai, hein, d'ailleurs c'est pas la peine d'aller chercher un ordinateur surpuissant. La petite calculette qu'on utilise pour faire notre compta, elle fait déjà des opérations bien plus rapidement qu'on le ferait si on posait manuellement toutes nos opérations. Alors on attribue souvent la paternité de l'ordinateur à Alan Turing. J'imagine que vous connaissez déjà cette histoire de la Seconde Guerre mondiale avec cette machine qu'on appelle Enigma, qui était une machine allemande qui était faite pour encrypter les messages que les Allemands se transmettaient et qui était réputée inviolable. Et Alan Turing, un mathématicien britannique, a réussi à craquer cette machine en fabriquant une autre machine, un calculateur surpuissant qui arrivait à calculer un nombre de combinaisons astronomiques par rapport à ce qu'était capable de faire un être humain et qui tous les jours arrivait à décrypter les messages d'Enigma. Cette machine, qui reposait sur le principe du calculateur, avait un truc en plus, c'était un algorithme. Cet algorithme lui permettait donc de faire ses calculs et donc de craquer Enigma. Et c'est précisément ce qui a changé la donne entre l'époque d'avant Alan Turing, où on avait des calculateurs, et l'époque d'après Alan Turing, où on a commencé à développer ce qu'on a appelé des ordinateurs. Ces ordinateurs, donc dotés de programmes, étaient capables d'accomplir des tâches en un temps record, et ce de plus en plus, puisque la technologie faisait qu'ils étaient de plus en plus puissants, et de plus en plus petits aussi d'ailleurs. Mais ça répond toujours pas à la question pourquoi un ordinateur est bête. Parce que effectivement, il est capable de faire plein de calculs, mais pourquoi on dit qu'ils sont bêtes? Parce que si on leur demande quelque chose qui n'est pas prévu dans le programme au départ, ils ne sont pas capables de le faire. En fait, ils ne savent pas ce qui n'est pas dans l'algorithme. Et c'est précisément ça qui a changé avec l'intelligence artificielle. AlphaGo, le programme qui a donc battu le joueur du jeu de Go, il n'a pas battu de la même façon qu'IBM a battu Kasparov. IBM, c'est une machine, je vais le dire comme ça, c'est très bourrin en fait. C'est parce que cette machine, elle est capable de faire une quantité de calculs en un temps record. C'est de l'ordre de plusieurs centaines de millions de positions du jeu d'échecs qu'elle est capable de calculer par seconde. Mais cette stratégie ne marchait pas pour le jeu de Go. Et donc il a fallu trouver une stratégie différente. AlphaGo ne savait pas au départ jouer au jeu de Go, contrairement à la machine d'IBM qui avait déjà tout le programme au début, au moment de sa construction. AlphaGo ne savait pas jouer, mais par contre il avait la capacité d'apprendre à jouer. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a appris à jouer avec des vrais joueurs, il a fait des vraies parties, donc il a eu une vraie expérience d'apprentissage du jeu de Go, exactement comme le fait un humain. Et au bout d'un certain temps, il a atteint un niveau tel qu'il a réussi à battre un joueur professionnel. Quand on regarde ça, c'est beaucoup plus difficile de se dire qu'un ordinateur est bête, parce que l'argument pour dire qu'il est bête, je vous rappelle que c'est parce que quand on lui demande quelque chose qui n'est pas prévu dans son programme, il n'est pas capable de le faire. Sauf que si l'ordinateur est capable d'apprendre, il va être capable, à un moment donné, de répondre à une question qui n'était pas prévue dans le programme. Donc finalement, l'ordinateur devient moins bête parce qu'il est capable de faire quelque chose que l'humain sait faire, c'est-à-dire apprendre. Alors comment il fait pour faire ça? Alors déjà, il faut essayer de savoir comment l'humain, ou en tout cas un animal, fait pour apprendre, c'est-à-dire comment le cerveau biologique fait pour apprendre. Alors on ne va pas expliquer ici tous les détails de la mémoire parce que ça nous prendrait, je pense, 15 jours et demi de vidéo non-stop, donc on ne va pas le faire là. Mais par contre, on va regarder une fonction du cerveau, une fonction des neurones, qui permet de retenir en mémoire quelque chose qui a été éprouvé par l'expérience. On va prendre un exemple. Quand on apprend à conduire, par exemple, on apprend à passer une vitesse. Alors quand on sait déjà conduire, passer une vitesse, c'est tout à fait naturel, on n'y pense même pas, on n'a pas besoin d'y penser, il suffit juste de décider de passer la vitesse et on la passe. Mais quand on apprend à conduire, c'est toute une autre histoire, parce que passer une vitesse, quand on y réfléchit, ça demande une combinaison de muscles, de mouvements musculaires, qui est très particulière. Il faut débrayer, il faut pousser le levier d'une certaine manière, ensuite il faut jongler avec le point de patinage. C'est très compliqué quand on y réfléchit, c'est une combinaison d'actions musculaires très complexes. Et pour ça,
dans le cerveau, il va y avoir des neurones qui vont gérer justement cette combinaison d'actions musculaires. Alors en détail, comment ça se passe dans le cerveau? On a besoin de deux structures. Une structure qui s'appelle le cortex préfrontal, qui est le siège des décisions, c'est là où on prend nos décisions. Et puis une autre structure qu'on appelle le cortex moteur. Dans le cortex moteur, on va retrouver des neurones moteurs, donc, qui sont les neurones qui vont induire les programmes moteurs, c'est-à-dire les programmes qui vont vraiment mettre en mouvement les membres. Alors, quand on décide de passer une vitesse et qu'on est en train d'apprendre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment comment faire, le cortex moteur, qui est donc composé d'un réseau de neurones, va recevoir une information du cortex préfrontal qui est la décision de passer une vitesse. Dans ce réseau de neurones, on va avoir donc des neurones qui se parlent les uns les autres, c'est pour ça qu'ils sont en réseau, et ils se parlent à travers de choses qu'on appelle les synapses. Les synapses, c'est donc une jonction entre un neurone et un autre, et c'est par cette jonction que les neurones vont se transmettre leur message. Si le sujet vous intéresse en détail, j'ai fait une vidéo sur le fonctionnement de la synapse que je mets ici. Là, on ne va pas voir les détails, mais on va juste revoir un petit peu le principe. Donc une synapse, on a un neurone, un premier neurone, qui fait arriver un message, et puis ensuite on a un deuxième neurone qui est censé récupérer ce message du premier neurone. Et pour ça, le premier neurone va libérer ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui sont des petites molécules, qui vont se fixer à des récepteurs qui sont au niveau du deuxième neurone. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les récepteurs vont recevoir les neurotransmetteurs et quand ça arrive, ils vont s'activer et ils vont générer un message nerveux dans le deuxième neurone. Et c'est donc comme ça que le message nerveux se transmet d'un neurone à un autre. Alors maintenant, on revient à notre réseau du cortex moteur. On a donc la décision de passer une vitesse qui arrive dans le réseau. Et après, le réseau se débrouille. Mais comme l'action n'a pas encore été apprise, on va considérer que les choses se passent un petit peu aléatoirement. Donc les neurones vont s'activer dans une certaine combinaison, puis une autre, puis une autre. Il va y avoir plusieurs choses qui vont se produire. Et en pratique, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas forcément faire les bons mouvements. Et qu'est-ce qui va se passer? On va caler. Donc quand on cale, on se rend compte qu'on a fait une erreur. On n'a pas fait la bonne combinaison. Donc on recommence jusqu'à ce qu'on réussisse. Quand on réussit, ça veut dire qu'on a eu la bonne combinaison d'actions musculaires. Ça veut dire qu'au niveau du réseau du cortex moteur, il y a eu la bonne combinaison des neurones qui ont été activés. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a une récompense. Alors en fait, on a une récompense. La récompense, c'est juste d'avoir réussi à passer une vitesse. Oui, parce que quand on apprend à conduire, passer une vitesse, c'est déjà une récompense. Ne pas caler, en fait, c'est déjà une récompense. Donc on est très content et on se dit, je vais refaire la même chose et on répète l'action, on répète, et à chaque fois qu'on répète, ça fonctionne, et plus on répète, plus on sait le faire. Et ce qui se passe, c'est que dans le cerveau, la répétition de cette action musculaire, ça va faire en sorte que le réseau de neurones responsable de cette action musculaire va se réactiver de manière répétitive. Et là, il va se passer un phénomène dans les synapses qui va faire que le réseau va se renforcer, tout simplement parce que c'est le bon réseau, c'est celui qui donne la bonne réponse musculaire. Alors en pratique, on reprend notre synapse de tout à l'heure, et si cette synapse elle est activée plusieurs fois de suite de manière intensive, il va y avoir une augmentation du nombre de récepteurs au niveau du deuxième neurone. Comme il y a plus de récepteurs, le neurone va être plus réceptif aux neurotransmetteurs qui arrivent du premier neurone. Comme il est plus réceptif, il va être plus sensible. Ça veut dire que pour un même message qui arrive en amont, il va y avoir une activité plus forte au niveau du deuxième neurone. Et ça, si c'est appliqué à toutes les synapses du réseau, ça va faire en sorte que le réseau va se renforcer. Ce mécanisme-là s'appelle la plasticité synaptique. On parle aussi de renforcement synaptique. En gros, plus on utilise un réseau de neurones, plus il va être fort. Et c'est exactement ça l'apprentissage. On répète, on renforce le réseau qui est à l'origine de ce comportement et on lui donne plus de force. Si bien que la fois d'après, ou après un certain temps d'apprentissage, quand la même information arrive du cortex préfrontal, c'est-à-dire la décision de passer une vitesse arrive au niveau du cortex moteur, il y a beaucoup plus de chances que ça soit le bon réseau de neurones qui s'active, puisque c'est lui qui a été renforcé par rapport aux autres. Donc ce mécanisme de renforcement synaptique, de plasticité synaptique, eh bien en fait, on va le retrouver dans l'intelligence artificielle. Alors la question, finalement, du jour, c'est comment un ordinateur fait-il pour apprendre ? Un réseau de neurones artificiels, c'est monté de cette manière-là. Chaque neurone d'une couche va être connecté à tous les neurones d'une couche adjacente. Donc par exemple, si on imagine un réseau en 2 couches, on va avoir les neurones qui seront tous liés les uns aux autres d'une couche à l'autre. Maintenant, si on imagine un réseau en 5 couches, on va avoir quelque chose comme ça, avec tous les neurones qui sont liés avec tous les autres neurones des autres couches, une entrée et une sortie. Donc c'est-à-dire on va pouvoir mettre des infos
en entrée dans le réseau va fonctionner et il va nous sortir un résultat. Alors maintenant, dans la pratique, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va utiliser ce réseau pour lui apprendre à reconnaître une image. On lui donne une image en entrée. Lui, il peut avoir une banque d'images déjà en mémoire ou pas, mais il est censé nous dire en fait quelle est cette image. Donc au début, comme le réseau est neutre, qu'il n'a rien appris de spécial, tous les neurones vont avoir un petit peu la même valeur et les liens entre les neurones vont avoir la même valeur. Ce qui veut dire que quand on lui donne une information en entrée, on pourrait s'attendre théoriquement à ce que tous les neurones s'activent de la même façon. Ce réseau va nous donner une réponse et cette réponse sera sous forme d'image. Et il est censé nous donner la même image qu'en entrée. Il y a de fortes chances qu'il se trompe. Si c'est le cas, il va nous donner donc une image qui est fausse et surtout, à ce moment-là, on va lui donner l'information que c'est faux. Et là, on a ce qu'on appelle un retour d'expérience, c'est-à-dire qu'il a donné un résultat et il a l'expérience que ce résultat est faux. Un petit peu comme tout à l'heure, la personne qui apprenait à passer une vitesse, elle se trompe, elle cale. C'est une erreur. Donc il faut recommencer. Donc on recommence l'opération. Il va redonner une information, cette information va être fausse, on va lui dire, et là, il va commencer à réajuster les valeurs des liens que les neurones ont entre eux. Il va les réajuster au début un petit peu au hasard, et puis il va tester. Et puis à chaque fois qu'il se trompe, il va réajuster. Il va se tromper à nouveau, et puis encore une fois, à chaque fois on lui dit que c'est faux, jusqu'au moment où il va nous donner la bonne réponse. Et quand c'est le cas, il va fixer les valeurs qu'il avait paramétrées dans ses neurones artificiels, parce que cette combinaison, visiblement, conduit à la bonne réponse. Donc il va fixer ce réseau de sorte à ce que la fois suivante, quand on va lui donner la même image, il va sortir la même réponse. Et là, il s'est passé quelque chose en fait. C'est que le réseau de neurones a paramétré les liens qu'il y avait entre ces neurones des différentes couches, de sorte à donner la bonne réponse. C'est-à-dire qu'à sa manière, il a renforcé les liens du bon réseau, c'est-à-dire celui qui donnait la bonne réponse. Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont le réseau réajuste ses paramètres techniquement, il y a une très bonne vidéo de Science Étonnante qui a été faite, je vous la mets en description, allez la voir, elle est très bien. Mais pas maintenant, parce que maintenant vous regardez ma vidéo, donc vous regardez jusqu'au bout, et après vous irez voir Science Étonnante. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a un réseau de neurones artificiels qui a renforcé certains liens dans son réseau pour donner la bonne réponse. Et en fait, on a eu la même chose dans le principe que ce qu'on avait eu tout à l'heure avec un cerveau biologique. C'est-à-dire que les liens entre les neurones ont été renforcés en fonction de l'expérience. On a une forme de plasticité qui n'est pas synaptique, mais c'est une forme de plasticité fonctionnelle à l'intérieur du réseau de neurones artificiels. Et c'est exactement de cette manière-là que le deep learning, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, le deep learning fonctionne. De mon point de vue, là, on assiste à un vrai cas d'école de biomimétisme, puisque finalement, une machine reprend une fonction qui est utilisée par un organisme vivant, donc un organe notamment le cerveau, pour avoir la même fonction, cette fonction étant l'apprentissage. Alors là, on a une similitude assez importante entre le cerveau biologique et le cerveau artificiel, si on peut l'appeler comme ça. Il y a aussi des grosses différences, et notamment une différence qui concerne une autre forme de plasticité dont le cerveau est capable, c'est ce qu'on appelle la plasticité morphologique. Les neurones, en fait, sont capables, en plus de renforcer leurs synapses d'un point de vue fonctionnel, ils sont capables de changer leur morphologie pour éventuellement se déconnecter et aller se reconnecter à d'autres neurones quand c'est plus pertinent. Et c'est ce qu'on appelle donc la plasticité morphologique. Bien sûr, cette forme de plasticité n'est pas possible à l'intérieur d'un ordinateur puisque sa matière est rigide. Ces transistors sont rigides et donc c'est une matière qui ne se modifie pas d'un point de vue morphologique. En tout cas pour l'instant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager aussi pour aider à faire connaître la chaîne. Si vous avez des choses à rajouter que je n'ai pas dites ou des choses dont vous voudriez qu'on discute, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Salut!